Vous aujourd'hui. J'attendais le petit message d'enregistrement. C'est nickel, on l'a. Aujourd'hui, on va parler de sujets, alors forcément très RH, on va parler de recrutement et on va plonger clairement dans un sujet, qui va tous nous concerner parce que, aujourd'hui, les règles du jeu en termes de recrutement ont clairement évolué et évoluent très, très vite, à tel point que même ce matin, j'ai mis à jour ma presse qui était pourtant pas vieille parce qu'il y avait des actualités qui étaient tombées. J'ai dit: «OK, il faut que j'en parle aujourd'hui». Donc voilà, c'est des choses qui, bougent énormément et qu'on soit dans la partie ressources humaines, qu'on soit manager ou qu'on soit candidat, c'est aussi important de comprendre comment, tout ça, fonctionne. Pendant très longtemps, on a eu des cycles, de vie entre guillemets, dédiés au recrutement qui étaient assez prévisibles. On avait, soit beaucoup de postes, soit pas beaucoup de postes, soit beaucoup de candidats, soit pas beaucoup de candidats, mais c'est toujours à peu près la même chose. Sauf que depuis quelques années, on a quand même beaucoup de choses qui s'accélèrent. On a forcément l'intelligence artificielle qui est arrivée. On a les job boards, donc les sites emploi qui se transforment aussi. On a une belle montée, peut-être que certains le savent, mais déjà du freelancing d'un point de vue recrutement. Et puis, il y a les attentes aussi de toutes les nouvelles générations qui sont en train de bousculer ce que les RH, recruteurs, employeurs avaient l'habitude de faire au quotidien. Puis on n'oublie pas la conjoncture économique forcément qui rend les choses encore plus stratégiques, tant pour les entreprises que pour les recruteurs. Alors qui je suis pour, aborder, ce sujet avec vous aujourd'hui? Donc moi je suis Amélie Falguité, je suis la directrice stratégie RH au sein de l'agence Madircom. Ceux qui me connaissaient avec l'entité Talent Management, je suis toujours là, en fait. C'est juste qu'on a transformé un petit peu l'entreprise. Donc, moi, je suis une experte en management intergénérationnel. Ça fait 20 ans que je coach des candidats juniors, seniors, que ce soit au niveau de leur recherche d'emploi ou au niveau de leur carrière. Je suis aussi autrice. J'ai écrit l'année dernière un bouquin qui s'appelle 30 pratiques RH pour valoriser les seniors d'entreprise. Prochainement, j'en ai un autre sur la QVCT. Et d'ici la fin de l'année, j'en ai peut-être un sur les pratiques managériales pour ne plus subir de management toxique et apprendre à influencer positivement au travail. Voilà, j'en ai écrit d'autres sur la reconversion, l'ikigai, mais ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, on va aborder 4 thématiques importantes, et tout ça en essayant de tenir le chrono. Ça va être sport parce que je suis très bavarde, pour ceux qui me connaissent. Au fil de l'eau, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, à interagir, à réagir, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord ou à m'interpeller si vous ne comprenez pas, il y a aucun problème. L'idée, c'est que ce soit pas forcément un monologue tout au long du webinaire. Donc les 4 thématiques, on a les tendances de fond, qui vont redessiner, tout le marché, du travail et le marché du recrutement en général. On a tous les nouveaux outils, notamment liés aux ATS, à l'IA, à la manière à tout ce qui est sélection de candidats, entretien. J'ai balayé, tout ça de manière très large. On a aussi donc tout le bouleversement dédié à l'IA et au job board et les plateformes de manière générale, parce qu'il y a quelques petites guéguerres entre les job boards et quand on est dans la partie, c'est toujours assez drôle d'aborder ce genre de sujet. Donc mon objectif, il est très simple aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir avec des clés qui soient les plus concrètes possibles et que vous puissiez les mettre en application dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de comprendre comment le secteur est en pleine mutation, à pouvoir ajuster des pratiques de recrutement que vous avez peut-être dans votre entreprise. Si vous envisagez de recruter, de se dire, OK, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser et avec qui on pourrait travailler. L'objectif étant bien sûr de rester dans le coup en 2025 pour bien prévoir 2026, parce que c'est aujourd'hui, le recrutement devient, l'a toujours été important, mais l'est encore plus et surtout de plus en plus stratégique pour tous les passionnés comme moi de la thématique. J'ai fait, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais j'ai recruté pendant plus de 20 ans. Donc tous ces sujets me passionnent forcément. On commence par la tendance, enfin là, les tendances du marché, parce que forcément, il n'y en a pas qu'une. On va d'abord regarder d'un point de vue un peu global. On sait qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi des cadres, il y a comme une petite incertitude, même une grosse incertitude. On a à peine, sur le dernier baromètre de l'APEC, seulement 9% des entreprises qui prévoient de recruter d'ici fin 2025. Donc c'est quand même un niveau qui est très très bas comparé à fin 2024, qui était déjà un peu morose par rapport à 2023, mais là, ça l'est encore plus. Alors, on a la crise économique, on a la crise politique, on a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. On a notamment le fait que dans pas longtemps, même si
ça arrive quand même à grands pas. On va avoir des élections présidentielles, donc on sait qu'à ce moment-là, dans les entreprises, il y a toujours des enjeux, il y a beaucoup de choses qui sont gelées ou beaucoup de choses qui vont sortir avant les élections présidentielles. Donc on va avoir une année, en tout cas 2026, qui va être, intéressante à suivre d'un point de vue, statistique. Pourquoi les entreprises sont très prudentes aussi par rapport à tout ce système de recrutement? Parce qu'on l'a vu, le ralentissement économique, l'incertitude géopolitique, heu, ça oblige forcément les entreprises à retarder plein de décisions qu'elles veulent prendre. Elles vont geler des recrutements, elles vont peut-être un petit peu embaucher, mais elles vont le faire de manière très, ponctuelle et de manière le plus éclairée possible. Ce qui va être frappant, c'est qu'on a des tendances qui touchent aujourd'hui quasiment tous les segments. On a les grandes entreprises qui, ont longtemps eu un rôle moteur dans le recrutement, qui réduisent les intentions d'embauche, voire qui commencent à préparer des plans sociaux pour, débarquer un grand nombre de salariés. On a les petites entreprises qui, elles, sont, très fragiles, le post-covid, qui donc les recrutements sont en fort recul. On voit aussi le taux d'entreprises qui disparaissent, qui augmente, notamment chez les petites entreprises. Et on a au milieu, on a la PME qui, elle, montre au contraire une petite reprise, même si ça reste encore un peu marginal. C'est souvent de la prévision justement par rapport un peu à la conjoncture. Mais en tout cas, c'est ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand je suis avec les candidats, que ce soit des étudiants ou des candidats seniors, je leur dis toujours: «N'oubliez pas la PME qui est quand même une belle entreprise en France, qui est quand même nombreuse, et qui, reste aujourd'hui un secteur qui recrute le plus». Côté candidat, c'est la même chose, on a une sensation un petit peu d'instabilité. On a des candidats qui sont inquiets, on a des candidats qui sont prudents, qui envisagent la mobilité, mais qui sont quand même conscients que, s'ils partent, ils savent pas ce qu'ils vont, gagner de l'autre côté et pendant combien de temps ça peut durer. Donc on est vraiment sur une période où, j'ai envie de dire, le maître mot, c'est attentisme, et ça va être clairement le point de départ de tout le reste de ce que je vais vous partager parce que, par rapport à cet attentisme, on voit qu'il y a énormément d'innovation, d'un point de vue des prestataires pour justement essayer de capter la moindre étincelle possible de la part des entreprises ou des candidats. Sur le contraste entre PME et grande entreprise, hop, oups, pardon, hop, je vous le mets là vite fait. On a à nouveau donc, comme je vous disais, les TPE et les grands groupes qui sont plutôt en recul. Ça peut être d'un point de vue stratégique, notamment pour les grands groupes. Pour les TPE, comme je disais, c'est plus le côté fragilité. Il y a eu beaucoup de rachats aussi. Je parlais aussi des plans sociaux tout à l'heure, et la prévision des élections, présidentielles. Et effectivement, les PME, on le voit ici, plus de points, après une année, 2024 qui était, compliquée. Encore une fois, le marché n'est pas uniforme, ça dépend aussi du type d'organisation. Mais pour un candidat, l'expérience, va être complètement différente s'il essaye de postuler pour une PME, une ETI, un grand groupe, une TPE. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a à prendre en considération. Mais on voit là, effectivement, avec les chiffres, le recul. Côté cadre, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que le marché de l'emploi il soit très tendu, en fait, les cadres sont plutôt mobiles. L'APEC a fait une étude et montrait que 13% des cadres envisageaient de changer d'entreprise dans les 3 prochains mois. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Alors, ça reste des intentions, bien sûr. Après, on va voir effectivement dans les faits comment ça va se passer. Mais c'est un chiffre, en fait, assez stable dans le temps. Ça affaiblit assez peu, mais alors qu'on est quand même dans un contexte économique qui est quand même pas foufou et plutôt incertain. Ce qui va être aussi intéressant, c'est la dynamique chez les plus jeunes. On a un cadre sur 5 de moins de 35 ans qui envisage un changement. Encore une fois, ça reste des intentions. Donc là, on est sur une génération qui n'hésite pas à se repositionner aussi rapidement, soit parce qu'elle a peur effectivement de l'avenir, soit parce qu'elle a envie d'aller explorer, plein d'autres nouvelles opportunités. Donc on a quand même des choses qui bougent et ça, c'est aussi intéressant. Il y a un autre paradoxe qui est assez révélateur, c'est que, les intentions de mobilité restent fortes. Alors on pourrait se dire: «C'est quand même bizarre, on a un marché qui est un peu ultra tendu, les entreprises qui réduisent potentiellement leur recrutement ou qui les gèlent et on a des gens qui ont envie de bouger». Oui, parce que, inconsciemment, le fait d'être inquiet, pour l'avenir, ça va pousser à anticiper. On se dit: «OK», on a des cadres qui vont se dire: «Je préfère bouger avant que la situation de l'entreprise ne se dégrade, avant que je me fasse licencier, avant qu'on se fasse racheter, avant qu'on ferme, il faut mieux que je bouge, tant qu'il est encore temps». Et puis,
ça fait quand même plusieurs années qu'on parle beaucoup d'évolution, de reconnaissance dans l'entreprise. Donc ça reste des attentes qui sont très élevées auprès des collaborateurs et des cadres, même si le contexte économique et le contexte de l'entreprise est très difficile, bah les gens n'ont plus envie de subir. Ils veulent rester, en tout cas, ils veulent devenir de plus en plus acteurs de leur parcours. Donc ça, c'est aussi intéressant. Encore une fois, le rapport de force aujourd'hui, il a clairement changé. On va le voir dans les prochaines slides. Les marges de négociation sont aussi beaucoup plus limitées et les entreprises reprennent tout doucement un petit peu plus la main. Donc cette mobilité, bah, c'est peut-être ce qui va permettre de rééquilibrer ce marché du travail qui a été longtemps déséquilibré. C'est-à-dire soit c'était les entreprises qui avaient le pouvoir, soit c'était les salariés. Bon, bah là, l'idée, c'est d'arriver à trouver un terrain d'entente qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir se trouver et à l'entreprise de pouvoir grandir. Donc c'est ça aussi qui est important. Les motifs de mobilité, on l'a vu, donc c'est la crainte de perdre un peu son emploi, le manque de perspective et l'envie d'évolution, que ce soit de salaire, de reconnaissance. C'est les 2 raisons qui poussent le plus les gens à bouger aujourd'hui et même ailleurs. 56 des cadres, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que 56 des cadres pensent qu'il serait difficile de retrouver un poste équivalent. Donc ça, c'est un chiffre qui est en hausse de 4 points par rapport à l'année dernière. Donc aujourd'hui, là où on parle beaucoup de guerre de talent, d'un marché en tension, ben on voit que les candidats veulent imposer leurs conditions. Ça, c'était ce qu'on avait post-Covid. Mais aujourd'hui, effectivement, bah, les gens commencent à se rendre compte que bah, c'est difficile de quitter et de retrouver véritablement pareil. Et chez les moins de 35 ans, on voit que la progression est encore plus nette parce que ça prend 9 points en un an. C'est-à-dire que 42% d'entre eux doutent véritablement de leur capacité à retrouver rapidement un poste au même niveau. C'est-à-dire que c'est aussi un vrai changement de perception pour cette génération qui, bah, jusque-là, se sentait un peu en position de force, on le voyait un peu sur les réseaux, et les entreprises avaient tendance à s'aligner sur leurs demandes et leurs exigences. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats abordent de plus en plus le processus de recrutement avec un peu plus d'incertitude et parfois un petit peu plus de prudence, que quand il y a une négociation salariale, eh ben, elle n'est pas forcément plus favorable pour les salariés. C'est-à-dire que les entreprises, elles sont moins pressées, elles reprennent plus la main sur les conditions, puis elles mettent en avant aussi les difficultés économiques que peuvent rencontrer l'entreprise pour essayer d'avoir à nouveau une négociation un petit peu plus juste. Et que toutes ces mobilités qui sont souvent motivées pour l'idée d'avoir une situation beaucoup plus sécurisante, plus que pour l'opportunité de rejoindre une entreprise, que pour le plaisir de certaines missions, effectivement, la motivation, elle n'est pas forcément la même. Donc, il y a un équilibre qui est en train de se faire et c'est ça aussi qui va être intéressant. Et pour les recruteurs, ça a aussi on va dire une double lame de fond, c'est-à-dire que d'un côté, on a des candidats qui sont beaucoup plus nombreux à bouger, mais de l'autre, on a des candidats qui sont forcément inquiets, qui sont prêts à accepter un petit peu moins ou au moins l'équivalent, histoire de sécuriser leur avenir. Donc, ce qui va changer, c'est vraiment la posture dans les entretiens et dans les négociations, parce que ça va préparer vraiment un terrain où la sélection du côté des entreprises va se faire sur plein de raisons et de plein de manières différentes. Donc ça aussi, ça va être pour le coup très intéressant. Le marché polarisé, donc comme on disait, un marché à 2 vitesses, ETI grande entreprise, forte contraction des embauches et à l'inverse, PME, reprise timide mais réelle. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Encore une fois, en conséquence, on a un candidat qui n'aura pas la même expérience selon qu'il postule dans une PME ou dans un grand groupe. Et pour les recruteurs, cette polarisation, elle va compliquer à la fois la lecture du marché parce qu'on a des chiffres globaux qui masquent un peu des réalités très contrastées. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont aussi très importantes. Amélie, Oui, je me permets de poser une petite question. Tu bien parlais sûr. des moins de 35 ans qui étaient peut-être plus prudents dans leur posture. Je pense que on a tous observé de près ou de loin cette génération qui est assez zappeur et qui n'hésitait pas à démissionner pour autre chose. En général, c'était mieux, mais ou à quitter un job pour partir faire une année sabbatique, un voyage. Est-ce que ce que tu disais là fait que cette tendance est en train de s'estomper ou d'être moins forte?
Elle est Euh, un peu moins forte. Après, il y aura toujours des jeunes qui auront envie de bouger, qui auront, aux États-Unis, on les appelait d'une certaine manière, c'est les, je ne retrouve plus le nom. En gros, c'est les personnes qui, coûte que coûte, vont quitter, même si une entreprise, même si c'est pour gagner 200, 300, 500 euros de plus par mois. C'est les mercenaires, voilà, c'est la thématique qu'on utilise, le nom qu'on utilise aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à bouger pour un rien dès lors qu'ils gagnent un petit peu plus. Donc, c'est vraiment mhm, le côté mercenaire. Ça existera encore et on va même avoir d'autres générations qui vont prendre le pli là-dessus. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup de jeunes qui commencent à se rendre compte que oui, trouver du travail, c'est compliqué. Trouver du travail dans lequel on va s'épanouir, c'est compliqué. Donc, quand on a quelque chose dans lequel on se plaît à 60 ou 70%, ben, on va peut-être pas le lâcher aussi facilement que ça parce qu'on voit bien autour de nous qu'en fait, ben, c'est un peu compliqué et qu'arriver à se valoriser et à se survendre ailleurs, ben, c'est pas donné à tout le monde. Donc, beaucoup vont chercher la sécurité, qui n'est pas forcément une bonne solution parce que ça veut dire qu'entre guillemets, qu'ils vont chercher à se planquer dans les entreprises. Donc, le challenge va être aussi de se dire aux entreprises, OK, comment vous les motivez, comment vous les engagez, les impliquer au quotidien. Parce mhm, qu'on le voit, pendant la pandémie, on en parlait beaucoup de ces fameux salariés un peu silencieux qui restaient très discrets, qui faisaient le minimum vital et qui ne voulaient pas en faire plus. Bon, bah là, on va avoir une génération qui va aussi se cacher dans ce sens-là pour se prémunir en attendant que bah, le vent tourne et que la conjoncture leur permette de trouver mieux ailleurs. d'accord. Ça va être des Ok. mercenaires silencieux. Mais ça et on le voit d'autant plus sur les réseaux quand on traîne, que ce soit sur Insta ou TikTok. On a toujours cette génération de jeunes euh, et c'est normal parce on est tous passés par là quand on était jeunes, on voulait faire la révolution pour tout, et ben, qui veulent lutter contre énormément de choses et qui veulent 100% de gains pour eux. Et il y en a d'autres qui disent ouais mais attention, toutes les entreprises peuvent pas suivre. Moi, si j'ai fait déjà deux, trois entreprises, je me rends compte de la différence. Ben, finalement, là où on est, même si c'est pas 100% nickel, c'est quand même pas si mal. Donc, Mhm, et encore une fois, ok. c'est aussi et c'est l'évolution classique des générations, hein, c'est-à-dire que c'est en grandissant, avec la maturité, en prenant de l'âge, ben, on comprend un petit peu mieux le marché du travail et du coup, on s'assagit aussi un petit peu. Ok. J'ai répondu à la question? Oui, oui, Oui. oui, oui, ça éclaire, oui, oui. Ouais, c'est vrai que les générations, on pourrait en parler pendant Mais c'est ça, des heures. on peut pas traiter ça en 2 secondes. Mais- Là, les conséquences, du coup, pour les recruteurs, effectivement, il y a moins de concurrence entre les recruteurs. Parce que comme on a des intentions d'embauche qui sont en baisse, on a notamment les acteurs un peu de la chasse, donc ceux qui vont débaucher les candidats, bah, ils sont sur un même profil, bah, ça va diminuer de plus en plus. Donc, quand les gens qui travaillent en cabinet de recrutement, bah, ils sont moins nombreux à se battre pour un candidat donné. Donc ça aussi, c'est de plus en plus intéressant à se rendre compte. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément plus simple à recruter. Et en fait, les entreprises, on le voit, elles deviennent de plus en plus sélectives, c'est-à-dire qu'elles vont prendre le temps, des fois elles vont multiplier un petit peu trop les étapes de recrutement, elles vont élever leurs critères, leurs choix de sélection de candidats. Donc ça aussi, des fois, mais il faut être aussi en mesure de les recadrer pour leur dire bon les gars, on va sur des choix qui sont des fois un peu des critères qui sont un peu fous, où on cherche encore plus le mouton à 5 pattes dans ces cas-là. On était passé d'une époque où il fallait recruter vite, même si le profil n'était pas parfait, bah ça c'est fini. Aujourd'hui, même si c'est temporaire, on veut vraiment la perle rare. Et donc cette recherche de sélection du candidat parfait, donc je dis toujours le candidat parfait n'existe pas, et ben effectivement, oblige les entreprises à prendre beaucoup plus de temps et à rajouter des étapes qui ne sont des fois pas nécessaires. La conséquence pour les candidats, c'est qu'en fait, il y a davantage d'entretiens, il y a aussi beaucoup de tests, il y a beaucoup d'analyses de personnalité. On le voit, ça sort de plus en plus pour analyser un peu le profil des gens. On fait de plus en plus de cas pratiques pendant les phases de recrutement. À chaque fois, je préviens tant les candidats que les entreprises que attention au cas pratique. Un cas pratique, quand il est orienté 100% sur ce que vit l'entreprise, bah, c'est presque un travail. Donc, normalement, on devrait rémunérer le candidat pour faire ce genre de choses. Si on fait un cas pratique sur un cas imaginaire qu'on ne peut pas relier au business de l'entreprise, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est aussi important de prendre en considération ce genre de choses, qu'il y a eu beaucoup de dérives aussi sur les cas pratiques, que ce soit auprès dans les recruteurs, dans les startups, même dans les grands groupes, il y a eu pas mal de dérives là-dessus.
Donc les recruteurs, qu'ils soient internes ou externes, ça va, il va falloir travailler beaucoup plus la qualité des candidatures présentées. C'est-à-dire que les entreprises voudront plus, les managers voudront plus de profils dits plus ou moins moyens. Ils veulent vraiment viser juste. Et il va falloir aussi préparer les candidats, c'est-à-dire les accompagner. Donc, beaucoup de recruteurs vont aussi prendre cette casquette un petit peu de coach pour aider le candidat à franchir toutes les étapes d'entretien pour faire en sorte qu'il obtienne rapidement le poste et qu'il puisse se démarquer aux yeux du manager ou de ceux qui vont décider. Donc ça aussi, même s'il y a moins de tension concurrentielle, il y a un niveau d'exigence qui est de plus en plus élevé. Et ça, les recruteurs qui vont arriver à faire la différence sur le marché, c'est ceux qui vont vraiment arriver à allier la précision dans le sourcing et l'accompagnement personnalisé du candidat. D'ailleurs, on a vu il y a quelques années, on parlait d'agents de carrière et c'était notamment des recruteurs indépendants qui devenaient agents de carrière pour accompagner les profils IT, donc les profils très sollicités sur le marché, justement à mieux gérer leur carrière. Donc c'était un peu comme les agents sportifs. Et ben, on avait les agents de carrière pour gérer la carrière notamment dans l'IT, ça se faisait énormément. Et ça, c'est vraiment des nouvelles pratiques qui apparaissent de plus en plus et dont les recruteurs freelance, on verra après parce qu'ils se mettent de plus en plus dans des collectifs de recruteurs, et ben, insère en fait ce nouveau modèle d'accompagnement et de coaching de candidats à leur enjeu business de croissance, d'accompagnement d'entreprise. Parce que si on fidélise un candidat, ben, on peut le fidéliser et on peut le suivre tout au long de sa carrière. Donc, en gros, notre client, ce n'est plus forcément l'entreprise, ça devient le candidat et c'est lui, en fait, qui va nous permettre de le positionner dans plein d'entreprises et potentiellement d'être rémunéré. Parce que les agents de carrière, dans ce cas-là, c'est le candidat qui rémunère le recruteur indépendant parce qu'il l'aide à évoluer dans sa carrière. Donc, on est vraiment sur des changements qui sont aussi très intéressants de ce côté-là. Les collectifs, justement, de freelance, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. En à peine 2 ans, on a vu augmenter, notamment dans les secteurs bancaires et le secteur de l'IT, 20% de recours en plus aux freelance. Alors, pas forcément aux recruteurs freelance, mais pour tout ce qui était dans les métiers du coup de l'IT, du risque, de la finance, mais aussi le recrutement forcément. Et on a vu d'ailleurs le nombre de recrutements en CDI baisser de plus en plus dans ces secteurs-là. Donc on voit qu'il y a un changement aussi. Alors est-ce que c'est parce qu'on veut plus justement de mobilité, d'agilité, on veut pouvoir changer plus rapidement, est-ce que c'est aussi une question de coût? Bon, il peut y avoir plein de raisons. Et dans le secteur du recrutement, on voit l'explosion justement de tous ces recruteurs indépendants qui, pour la plupart, ont travaillé dans des grands cabinets de recrutement. On les a vus, ils étaient chez François Sanchez Consultant, chez Michael Pett, chez Robert Ralph, et d'un coup, ils s'en vont et ils vont se mettre à leur compte. Sauf que comme ils sont tout seuls, ils sont isolés, c'est pas forcément évident, après ils se réunissent en collectif de recruteurs, je vais en parler un petit peu plus après et c'est vrai que c'est ultra intéressant de se dire, que ces collectifs, l'objectif, c'est de mutualiser un petit peu les outils, que ce soit des ATS, ils vont aussi partager des missions. On a notamment, Hunted qui est un outil qui permet justement aux entreprises de déposer leurs besoins en recrutement. Et en fait, ce sont tous les recruteurs indépendants qui peuvent se positionner sur cette mission. Donc, ça peut aller de 3 à 5 indépendants max qui se positionnent. Et l'entreprise, du coup, plutôt que de faire appel à plein de cabinets différents, elle fait appel à une plateforme qui réunit les freelances dessus, qui vont se mettre en chasse pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont être, qui se développent de plus en plus. Et c'est une alternative intéressante pour les entreprises qui avaient l'habitude de passer par les cabinets classiques et qui fonctionnaient soit au résultat très anglo-saxon, soit c'était le système qu'on appelait de retainer classique, c'est-à-dire qu'on paye 30% au démarrage, 30% à la réception de candidats et 30% une fois que le candidat est recruté. Sauf que très souvent, avec les cabinets de recrutement, on a une clause d'exclusivité, donc c'est pas très flexible. Tandis que là, avec les collectifs, c'est un peu plus économique parce qu'on a des indépendants qui vont avoir des forfaits fixes et très souvent, c'est beaucoup moins cher que les honoraires des cabinets de recrutement. Donc encore une fois,
c'est 2 approches totalement différentes, parce on fait aussi de la chasse en collectif, mais donc ça va obliger notamment les cabinets de recrutement à repenser totalement, un petit peu la valeur ajoutée qu'ils proposent aux entreprises. Parce que, que peut proposer un cabinet de recrutement face à un collectif de recruteurs, qui est à fond dans le côté opérationnel et qui sait aussi coacher les candidats. Et les recruteurs indépendants, eux, doivent aussi gérer, la pression du prix, hein, parce que, forcément, comme les entreprises commencent à savoir qu'il y a des indépendants, elles font baisser le pourcentage ou le prix. À une époque où le recrutement, quand on passait par un cabinet de recrutement, on était de 18, des fois jusqu'à 30 pour des cadres, des cadres dirigeants. Aujourd'hui, on est sur des plateformes où on peut être à 10, 12, 14% du salaire annuel brut de la personne recrutée, voire des fois encore un peu moins, voire des fois c'est des forfaits fixes de 2 000, 3 000 ou 6 000 euros, peu importe le type de poste. Donc voilà, il y a besoin de structurer tout ça pour arriver à sortir son épingle du jeu et arriver à faire de la qualité tout en faisant un peu de quantité, mais pas trop non plus. Donc on a un marché qui se fragmente, encore une fois, avec tous ces acteurs ultra connus, ultra historiques, et puis de l'autre, une armée de freelance qui débarque et qui va forcément pousser un petit peu ce changement un petit peu culturel que l'on a et qui bouscule les codes qu'on avait du recrutement déjà depuis quelques années qui ont été bousculés, mais qui bousculent encore plus. Peut-être que certains ont déjà reconnu ces noms dans ces collectifs de recruteurs. On a le Mercato de l'emploi, c'est que des indépendants. On a Odyssée RH, on a les Colettes, on a les nouvelles recrues. On a Achille, qui est aussi un collectif de recruteurs. On a le plus connu, qui était le premier, c'était Florian Mentionne, qui était le premier collectif de recruteurs indépendants. On a Me and My Boss, on a Réseau Talent, on a les experts de l'emploi aussi. Et on a Digirox, forcément, dans la partie IT aussi, Digirox, qui est aussi un collectif de recruteurs indépendants. Donc, il y en a aujourd'hui au moins une petite trentaine de collectifs comme ça de recruteurs indépendants. Et c'est assez intéressant de les suivre et de voir un petit peu leur évolution. Certains disparaissent naturellement, parce que le défi aussi à l'intérieur de ces collectifs de recruteurs indépendants, c'est d'animer cette communauté de recruteurs indépendants, parce qu'ils sont liés, entre guillemets, alors il peut y avoir des contrats un petit peu comme dans les réseaux immobiliers où on rentre dans un réseau et donc soit on paye une cotisation mensuelle, annuelle, soit c'est juste du partage de leads. Mais il y a besoin d'animer. Si on ne veut pas que le recruteur indépendant parte dans un autre collectif, il faut régulièrement envoyer des petits messages, organiser des choses. Et ça, c'est très difficile à réaliser et à maintenir dans le temps. Les réseaux immobiliers le connaissent et c'est la même chose pour les recruteurs. Donc, on voit vraiment des systèmes qui se rejoignent de plus en plus. Côté outils, c'est la révolution aussi. Il y en a, j'ai envie de dire, il y en a tous les jours, il y a des outils nouveaux qui sortent. Je pourrais passer une journée entière à tester des nouveaux outils et faire plein de démos. J'ai essayé de vous sélectionner quelques éléments qui sont les plus flagrants, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme évolution d'un point de vue du marché des ATS. Donc, tout ce qui est Applicant Tracking System, on est sur une phase de consolidation, j'ai envie de dire clairement. On a vu des rachats importants. Alors, on a SAP qui a racheté Smart Recruiters et on a Workday qui a racheté Paradox. C'est des deals à plus d'1 milliard chacun. Donc, ça montre que les grands éditeurs comme SAP, comme Workday, aujourd'hui, veulent rattraper clairement leur retard et qui veulent intégrer des briques d'IA natives. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et puis, en France, on a plein de petits nouveaux qui commencent à arriver. Donc, ça, c'est quand même cool. On a HireSuite qui s'était fait connaître beaucoup avec sa marketplace de talent. Et ils ont lancé, du coup, leur propre ATS et leur propre CRM. Et ils ont intégré dedans The Staffing App, qui s'adresse à un marché justement d'indépendants et de l'intérim. Et donc ça, c'est pour le coup ultra intéressant. Ce qu'on voit, c'est que tout ce marché d'ATS, aujourd'hui, c'est quand même un outil
stratégique pour le recrutement, parce que ça va être la colonne vertébrale de tout un process de recrutement. C'est-à-dire que quand on choisit son logiciel de recrutement, ça va du sourcing, donc comment on va sélectionner le candidat, à la diffusion, à la réception de CV, à la sélection de candidats, la passation d'entretien, la validation du contrat jusqu'à l'onboarding. Donc aujourd'hui, ces logiciels sont capables de vraiment suivre la vie du candidat de A à Z. Et c'est aussi une base de données qui permet de brancher plein d'IA quand l'ATS est bien fait. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez des gros géants de logiciels RH qui se battent pour avoir tous ces ATS, qui sont capables de gérer justement automatiquement voilà, sourcing, tri, communication, intégration de candidats. Et c'est vrai que c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, quand une entreprise doit choisir un ATS, c'est pas juste j'achète un outil, mais c'est vraiment quel camp elle veut choisir, quelle est parce qu'on est quand même sur une bataille mondiale et les Français commencent à prendre un petit peu leur place, donc ça c'est cool. Et se dire OK, comment on arrive à se démarquer et quel est l'outil qui m'amène le plus de retour sur investissement. Parce qu'aujourd'hui, on ne choisit pas juste un outil comme ça, parce qu'on va le voir, il y a tous les prix, mais c'est lequel va être le plus performant, peut-être soit en termes de temps, de prix, de réactivité, d'expérience candidat au sein de la plateforme, parce que ça aussi, c'est important. Ça fait partie de la marque employeur, mine de rien. Parce que si on ne prend pas soin des candidats dès la phase de recrutement, autant vous dire qu'après, c'est catastrophique. Donc, tous ces éléments sont aujourd'hui essentiels. J'ai utilisé tout à l'heure un terme, c'est ATS IA native. Pas sûr que tout le monde ait la compréhension. L'idée, c'est de se dire qu'on a... Pardon, je perds ma voix. On a ce qu'on appelle les ATS classiques. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, c'est la voiture thermique à laquelle on ajoute une batterie. Elle roule, mais elle n'a pas été pensée pour être électrique à la base. Et l'ATS classique, il va gérer les candidatures, il va centraliser les CV, il va faire du reporting, OK. Et là-dessus, donc c'est un logiciel, j'ai envie de dire, classique, et là-dessus, on va lui ajouter une petite brique d'IA. Par exemple, on va dire, tiens, maintenant, tu vas faire un peu de matching de CV, parce que entre les mots-clés que je te mets là et ce qu'il y a sur les CV, je veux qu'il y ait un match. OK, ça, c'est l'ATS de manière classique. Et l'ATS IA native, c'est comme si vous achetiez une Tesla. Ça a été conçu pour être électrique dès le départ. C'est-à-dire que l'IA est clairement au cœur du système et que c'est un outil qui a été créé, on va dire, from scratch avec de l'IA. C'est-à-dire que l'outil va pouvoir sourcer automatiquement les bons profils, va pouvoir qualifier les candidatures, va pouvoir rédiger, envoyer des messages personnalisés, il va pouvoir relancer les candidats, organiser les rendez-vous, planifier les visios avec le candidat. C'est ça qui va être vraiment la différence entre de l'IA classique, qui est là pour, comme un logiciel, un CRM classique, on va dire piloter un process, et l'IA native qui, elle, est là pour automatiser et simplifier un peu le quotidien du recruteur. J'ai cru qu'il y avait une question. Quelques petits outils justement là-dessus qui sont intéressants. On va d'abord prendre sur le marché français quand même, parce qu'on a des petits outils qui sont quand même cool. On a Kelio ATS qui est connu donc pour sa solution de gestion RH. Et en fait, ils ont lancé un ATS complet. Donc, il y a du scoring automatique, il y a des pitchs vidéo en fait qui permettent aux candidats de se présenter autrement que par un CV. Donc, le candidat peut directement déposer sur la plateforme une petite vidéo. Il y a toute la partie analytique RH qui est très poussée, qui permet vraiment de suivre tout le tunnel de recrutement et de savoir combien on arrive à capter, entre guillemets, de leads, donc de candidats, à quel moment dans le workflow on en perd, la réactivité des recruteurs qui sont impliqués dedans. Donc, pour le coup, il est plutôt bien fait. Aujourd'hui, il y a déjà 150 clients qui bossent avec Kelio. Et ils ont traité un peu plus de 3 millions de candidatures. Alors ça, c'est ce qu'ils traitent chaque année. Et ça, ça prouve que c'est en train de monter et que c'est la boîte à suivre, j'ai envie de dire, pour voir un petit peu les évolutions sur le marché. On a aussi tout ce qui est sourcing intelligent. Donc là, on a Profilaire, Calent, Talent Finder, qui sont des outils qui proposent qui sont axés beaucoup plus sur la recherche. C'est-à-dire qu'on va il y a un matching qui est enrichi avec de l'IA. Donc, ça permet d'identifier les emails, ça permet d'identifier les téléphones, ça va même jusqu'à suggérer des candidats, entre guillemets, un peu cachés qu'on n'aurait pas trouvé autrement. Il y avait une start-up française il y a quelques années, j'ai oublié son nom, qui a disparu entre-temps, et qui faisait ça, qui faisait un peu
de la prédiction de recrutement. Et donc, ça vous indiquait quand on se promenait, notamment sur LinkedIn à l'époque, et ben, ça nous indiquait que ce candidat avait un potentiel pour changer de poste parce qu'ils avaient analysé, ils avaient un peu scrappé la base de données de LinkedIn. Et en fait, ils étaient en mesure de dire qu'un profil qui venait de cette école et qui avait fait ce type de parcours avait pour habitude de quitter les entreprises tous les X mois, X années et d'évoluer de telle et telle manière. Et donc, en fait, ils avaient arrivé à faire une map de la projection de carrière de la plupart des talents. Et donc, quand vous rentriez un talent, en fonction de son profil et de son parcours, ils étaient capables de dire, bah, tiens, lui, potentiellement, il aura envie de partir dans 2 ans, ou lui, bah, ça fait maintenant 5 ans qu'il est dans la boîte, c'est le moment de lui envoyer un message pour voir s'il n'a pas envie de bouger. Et donc, bah, du coup, ils reprennent un petit peu ces thématiques-là pour arriver à faire du sourcing intelligent. Alors, ça reste de la prédiction, c'est pas forcément quelque chose qui va se réaliser, c'est propre à chacun après, mais ça peut donner des pistes, notamment aux recruteurs, de dire, bah, tiens, j'avais pas pensé à ce candidat, bah, l'IA te le rappelle gentiment que tu peux le contacter. Et puis, on a 2 minutes Pax que j'aime bien sortir. Je trouve que c'est un outil qui sort un peu du lot parce qu'en fait, c'est une plateforme de mise en relation en vidéo. Alors, je ne suis pas forcément toujours fan de la vidéo, mais je trouve que ça peut quand même être intéressant parce que c'est un peu, on va prendre, on va se dire qu'ils ont un peu revisité Job Teaser. C'est le Job Teaser des débuts. Mais c'est avec quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus interactif. Et en fait, ça permet à un candidat d'être mis en relation en 2 minutes chrono avec une entreprise. Et l'idée, encore une fois, c'est que bah, ça peut aller vite. Et c'est ce qu'il propose justement, d'où le titre 2 minutes max, de se dire, bah, j'arrive à rentrer et à faire une mise en relation très vite et donc à échanger avec la personne en vidéo. Donc ça, je trouve ça cool. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'en fait, on a un écosystème qui est très vivant, qui est très dynamique. Il n'y a pas que les géants comme LinkedIn, Indeed ou Workday. Hein. On a des solutions locales qui innovent, qui émergent et qui répondent vraiment à un besoin concret des recruteurs. Donc, on voit que les créateurs, en tout cas, de ces outils, sont au plus près des besoins des recruteurs, comprennent et créent. Et des fois, je crois qu'il y avait même eu un recruteur qui s'était mis à créer lui-même son appli et qui s'était entouré justement pour lancer en disant bah, ok, moi j'ai constaté tous les dysfonctionnements, on va dire, dans le recrutement classique, et je vais maintenant m'appuyer pour lancer moi-même quelque chose. Donc je trouve ça assez intéressant des fois de changer aussi de métier en quelque sorte pour répondre encore plus aux besoins. Tous ces outils, forcément, ils ont un prix parce que c'est pas gratuit. Et c'est là où on va voir qu'il y a une évolution de prix qui est juste incroyable. On a des prix, alors pour tout ce qui est indépendant et cabinet, on a OnTool, on va dire entre 60 et 100 euros par mois. On a Jarvie, pareil, réseau d'indépendants, on est à peu près à 150 euros par mois. Et Admen, qui est entre 100 et 350 par mois, avec des fois des petits... je vous dis Jarvie indépendant, pardon, j'ai confondu avec un autre, je suis toujours dans les ATS. Donc on voit que pour ceux qui sont pour gérer des petites entités, donc vraiment on est sur de l'indépendant, des cabinets ou des petites entreprises, on a des premiers prix qui sont intéressants. On a aussi HireSuite, donc lui qui est autour des 170 euros par mois. Donc c'est encore une fois très intéressant. Sur HireSuite, si on veut faire de l'intérim, on monte à 2500 euros par an. Mais voilà, on reste sur des prix qui sont accessibles, que même une petite structure peut s'offrir assez facilement. Par contre, quand on monte dans les dans les plus grandes entreprises, là, bizarrement, les prix, bah, du coup, sautent aussi. On a Fletcher qui va de 500 et qui peut monter jusqu'à 4000 euros si c'est des multi-comptes. OK. On a Time Taylor, pareil, on est sur, il parle par mois entre 200 et 1300. En moyenne, les recruteurs avouent plutôt dépenser 8000 par an. OK, déjà pour Time Taylor. Donc là, on est sur un tarif pour une entreprise qui aurait au moins 350 salariés. Et donc, bah, pour gérer tous ces recrutements, voilà, ça coûte au moins 350. On a WeRecruit qui, fait un accès illimité à 200 euros par mois. Donc forcément, ça séduit beaucoup de personnes qui veulent de la simplicité et de la transparence sur le prix. Et puis, on a Thalys qui, elle, commence à 41 euros jusqu'à 340 euros par mois pour des formules qui sont un peu plus complexes. Donc, ça reste, on voit qu'il y a
grande variété, disparité un peu de tarifs, mais encore une fois, ça reste accessible. On en a certains, on a des solutions qui dépassent les 6 chiffres annuels, notamment, bah, pour tout ce qui est SAP, Workday, on a SuccessFactors aussi, c'est des prix, qui sont, totalement hallucinants et c'est pour ça que les jeunes, enfin les nouveaux outils, intéressent de plus en plus les entreprises et se concurrencient de plus en plus parce qu'on voit que c'est le nerf, un peu le nerf de la guerre, quoi. Côté job board, c'est pareil. Alors, les prix job board et LinkedIn, c'est une grande histoire. LinkedIn, on est là, on est sur un pic quasiment à 10 000 € l'année sur LinkedIn. Ils ont encore bien augmenté leur prix. On a les job slots. Donc, les job slots, c'est les emplacements payants que vous pouvez diffuser tout au long de l'année et qui permettent de cibler les offres d'emploi sur LinkedIn. Donc là, on est à 1 000 à 1 500 € par an en fonction par poste. Donc, ça reste entre guillemets accessible si on est toujours en train de recruter sur le même poste un peu pénurique. Indeed, ça peut monter jusqu'à 30 000, enfin en moyenne c'est 30 000 € l'année pour les entreprises. Donc c'est juste un prix incroyablement haut. C'est un modèle qui est très flou aussi parce que le prix que vous allez payer dépend de la performance et du volume d'annonces. Donc, c'est aujourd'hui, quand on se réunit entre recruteurs, personne ne paye le même prix sur LinkedIn et personne n'arrive à comprendre comment ils arrivent à ce type de facturation. Donc, c'est assez lunaire. On a Hello Work qui, pareil, il est passé sur un modèle package global. Là où avant il y avait des choses qui étaient un peu gratuites, et ben, on est sur le package avec plein d'options type ATS, CBTech, diffusion, page entreprise, des trucs assez classiques. Ben, on est sur des prix qui peuvent aller de 8 000 à plus de 50 000 € l'année pour les très grands comptes. Donc là, on est sur des coûts de recrutement au niveau du digital, donc quand on veut recruter vraiment via les job boards, qui sont en augmentation forte. D'où l'importance, encore une fois, pour les entreprises de bien réfléchir au ROI, c'est-à-dire de se dire, OK, parmi toutes ces formules, laquelle m'amène le plus de candidats pertinents parce que c'est pas juste de générer du volume. Hein. Pendant longtemps, les job boards vous disaient, venez chez nous, on a des CV Tech avec plus de X millions de CV. OK, mais si les CV ne sont pas à jour, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est laquelle va, si quand je recrute, OK, je vais peut-être mettre 50 000 € l'année, mais ça veut dire que mon recrutement, je peux le faire en un mois, que les CV que je reçois, ils sont ultra pertinents, que les candidats vont être réactifs sans aucun problème et que je vais pouvoir, et du coup, je rentre dans ma rentabilité pour pouvoir positionner et remplacer ou recruter quelqu'un dans mes équipes rapidement. Donc ça, c'est ultra important. Et, là où avant, on payait pour diffuser, on appuyait sur un bouton, c'était multidiffusé partout. Maintenant, on est vraiment là pour, un recruteur doit vraiment commencer à comparer, arbitrer, parfois même négocier aussi un peu les prix avec les outils pour se dire, OK, est-ce que ces outils sont utiles et est-ce qu'ils peuvent m'aider dans le développement enfin, en tout cas, pour accélérer mon recrutement et donc aussi dans le côté marque employeur de l'entreprise. Et c'est là où on se dit que LinkedIn est en train de se démarquer aussi, parce que LinkedIn, quand il est arrivé, c'était OK, c'est la plateforme professionnelle pour mettre en relation les entreprises et plus ça va, plus LinkedIn se veut être aussi une marketplace du recrutement. Et ils veulent clairement être le numéro 1 mondial au niveau du recrutement. Et c'est là où on voit que LinkedIn, en assommant les prix, notamment pour les recruteurs, cherche vraiment à concurrencer tous les autres job boards, tous les cabinets de recrutement. D'ailleurs, ils ont même des coms quand ils essayent de capter des entreprises pour dire bah, non, vous n'avez plus besoin des cabinets de recrutement, travaillez juste avec LinkedIn, ça vous suffit. Donc, on voit qu'il y a une petite guerre qui se fait entre les cabinets et LinkedIn parce que et c'est pour ça que LinkedIn augmente les prix, c'est pour ça que LinkedIn fait la guerre à beaucoup d'extensions Chrome et beaucoup d'outils de prospection parce que les outils de prospection qu'utilisent les commerciaux, les recruteurs les utilisent aussi pour trouver des candidats. Donc c'est vraiment c'est une série américaine à suivre qui est assez incroyable quand on est dans les petits papiers pour suivre tout ça. Donc LinkedIn partenaire ou concurrent, même si ça reste un outil incontournable aujourd'hui pour recruter, il y a quand même une augmentation, on le voit, des abonnements premium, hein, c'est-à-dire preuve qu'on soit recruteur ou candidat, on l'utilise massivement. Donc ça, c'est quand même important. C'est donc un outil incontournable aujourd'hui. Tous les recruteurs
tous les RH, tous les managers sont présents sur LinkedIn pour trouver un candidat. C'est la première bibliothèque potentiellement qu'on va visiter. Et c'est devenu un réflexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, inconsciemment, eh ben, on va sur LinkedIn si on veut trouver un candidat. Et ça, c'est vraiment important. Et je vous parlais de concurrence. LinkedIn, voilà, quand elle écrit aux entreprises, vous avez les commerciaux maintenant de LinkedIn qui disent non, mais avec nos outils, vous n'avez plus besoin de cabinet de recrutement, vous pouvez tout faire en direct. Donc c'est quand même un message un peu fort et un peu agressif qui remet en cause toute la chaîne de valeur sur laquelle LinkedIn s'est quand même construite, c'est-à-dire qu'au départ, elle était là comme étant un partenaire des cabinets de recrutement, des indépendants, et aujourd'hui, elle leur fait clairement la guerre et elle leur dit, bah non, en fait, moi, je suis maintenant un acteur du recrutement autonome, je suis capable de remplacer tous les intermédiaires qu'il y avait avant, vous pouvez passer sur moi en direct. D'ailleurs, on voit, ils ont sorti une innovation que j'ai ajoutée dans ma presse juste après, qui date d'il y a quelques jours, que j'ai découvert. Et encore une fois, ça pose vraiment tout ce dilemme de comment on peut arriver à bosser dans ce système de double jeu. Est-ce qu'un cabinet peut quand même continuer à bosser avec LinkedIn sans forcément payer une somme astronomique, et comment ils peuvent, entre guillemets, détourner l'outil, ou quel outil concurrent pourrait naître pour permettre au cabinet de se renouveler et de redécouvrir aussi la passion du métier autrement. Dans les outils de sourcing, on a notamment, parce que c'est pareil, il y a eu beaucoup d'innovations qui sont sorties, que ce soit, avec l'IA ou autre. On a, donc, hop, je vais les afficher là. On a Calent, c'est une solution française, encore une fois, hein, cocorico, qui va combiner à la fois un abonnement avec des systèmes de crédit, et puis, enfin, vous avez les 2, vous avez du coup l'abonnement que vous allez payer tous les mois et un système de crédit pour ajouter plein de petites choses. Et en fait, vous allez payer à peu près 100 € par mois. Et vous avez la possibilité d'acheter des crédits. Alors, c'est 1 € par contact pour eux. Et ça va permettre justement d'approcher des candidats. Et l'idée, ça va être de cibler davantage et d'avoir une mesure vraiment de combien ça me coûte le recrutement pour ce type de profil. C'est-à-dire que je vais savoir que, en dehors de mon abonnement, si je veux contacter X candidats ultra ciblés sur une niche de métier, il va falloir que je rajoute X € à mon portefeuille. Donc, comme ça, j'ai un peu mon prix du recrutement par poste. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On a Profilaire aussi, encore une solution française. Donc, ça varie de 80 à 100 €, on va dire. En moyenne, les recruteurs, quand je discute avec eux, ils me disent qu'ils sont plutôt autour de 45 € par mois. Et c'est aussi assez simple, c'est-à-dire que c'est aussi un outil qui va vous permettre d'aller sélectionner des candidats, d'aller les chercher sur les réseaux, d'aller les dénicher. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. On a Talent Finder, c'est la même chose, c'est un outil de sourcing autour de 80 € par mois. Et il a aussi une intégration avec des ATS qui est assez fluide, donc qui permet de sourcer les candidats et de leur rapprocher un ATS. Et puis on a ChatGPT, on l'oublie un petit peu, mais il est cité aujourd'hui par beaucoup de recruteurs. Alors pas forcément pour faire du sourcing, enfin jusque-là, mais il est utilisé pour rédiger les messages de prospection, pour identifier des mots-clés, pour structurer l'approche, c'est-à-dire comment on va contacter, quel type de scénario on va construire. Donc, beaucoup de recruteurs indépendants vont utiliser ChatGPT pour construire leur scénario de sourcing, et après vont utiliser leurs outils un petit peu classiques. Sauf que j'ai appris, et ça je l'ai appris la semaine dernière, le fait que OpenAI lance sa plateforme de job dédiée à l'IA. Et là, on se dit, OK, OpenAI s'y met aussi. Donc, en fait, ils ont annoncé le 4 septembre le lancement de leur plateforme de job. Donc, en fait, forcément, il y a eu des posts sur LinkedIn là-dessus où tout le monde disait, oh là là, ça va changer la donne, OpenAI va tuer les cabinets de recrutement. Non, non, non. OpenAI, ils font déjà beaucoup d'argent. Je les vois mal s'ajouter dans cette verticale, et je suis pas sûre que ça leur rapporte autant que leurs autres activités. Google a essayé de faire du recrutement, Facebook a essayé de faire du recrutement, ils se sont plutôt cassés les dents, que ce soit d'un point de vue juridique, légal, et même en termes d'intégration. Par contre, ce qu'a annoncé OpenAI, c'est aujourd'hui les jobs qui sont dans l'IA vont être proposés via leur plateforme, et l'idée, c'est plutôt de construire, on va dire, un écosystème qui va mêler formation, emploi, compétences. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on va mettre en avant des profils qui bossent dans l'IA pour faciliter le recrutement. Ça peut être aussi pour faciliter leur propre recrutement, mais aussi pour proposer ces compétences à un grand nombre de personnes. Donc, à voir.
de ce qui va sortir, de à quoi ça va ressembler, de comment ça va fonctionner, de comment ça va évoluer. Voilà, on est sur une annonce qui est toute récente. La sortie est prévue pour, je crois, mars 2026. Donc, affaire à suivre. Rendez-vous à ce moment-là pour voir quelle plateforme et quelle évolution OpenAI va nous proposer par rapport à ça. En tout cas, je trouve ça intéressant que même OpenAI s'y mette aussi. Dans les outils inclassables, hop, je vous mets tous ceux que j'aime bien. C'est pas forcément des ATS, c'est pas des job boards non plus. C'est plus des outils qui peuvent aider au quotidien pour n'importe quel type recruteur. On a Nuta, solution française, qui permet d'enregistrer, de transcrire et d'analyser automatiquement les entretiens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filmer un entretien et automatiquement après, vous allez avoir la retranscription de tout ce qui a été dit et ça va vous permettre de vous concentrer. C'est-à-dire que le recruteur n'est pas là à prendre des notes pendant l'entretien, mais par contre, il va se concentrer sur l'échange, sur ce que dit le candidat et sur la manière peut-être de pouvoir le relancer aussi. On a aussi des outils qui permettent de proposer instantanément des questions aux recruteurs en privé en disant, voilà, le candidat est en train de vous dire ça, pensez à lui poser telle et telle question. Donc ça aussi, c'est intéressant. On est sur un budget autour de 400 € si on est une équipe de 15 personnes. Mais encore une fois, ça permet aussi, alors je pense notamment au cabinet de recrutement, où quand le client nous demande souvent des comptes rendus d'entretien, et là, effectivement, c'est Nuta qui va faire le job. On a Granola aussi, qui est une IA qui permet de prendre de faire de la prise de notes. Elle enregistre les échanges, elle structure les informations, elle les classe automatiquement. Donc, je trouve ça assez pratique et ça coûte à peine 20 € par mois. Donc, c'est des outils plutôt pas mal. On a 2 minutes max donc, pour la fameuse mise en relation vidéo, parce que je la trouve très bien. Le fait d'arriver à se présenter en 2 minutes chrono, moi, je trouve que c'est bien, c'est rapide, ça permet de briser la glace et de faire gagner du temps aussi dans un process de recrutement. Et on est là, c'est à 70 € par mois à peu près et 20 € par licence supplémentaire, donc ça reste correct. Et il y a Yago, peut-être que certains connaissent. Là, c'est une solution qui va gérer ce qu'on va appeler le care candidat, enfin toute la relation candidat, et notamment le feedback. Vous n'êtes pas sans savoir que les candidats se plaignent beaucoup du fait que les recruteurs ne répondent jamais. Donc là, on est sur un budget à peu près à 10 000 € le trimestre. Pour gérer, on va dire, je crois que c'est un pool à peu près de 50 à 80 000 candidatures. Et en fait, l'idée, même si c'est cher, ça répond quand même à un vrai besoin. C'est-à-dire, c'est comment je peux améliorer l'expérience candidat et arriver malgré tout à industrialiser un peu la gestion du volume, mais en prenant soin de ma marque employeur parce que j'ai pas envie de me faire lyncher sur les réseaux parce que j'ai pas répondu à un candidat. Donc ça, c'est vraiment intéressant et Yago, du coup, travaille là-dessus et il y a toutes les équipes qui s'occupent d'automatiser et de répondre à tous les candidats à la place des entreprises. Donc de prendre soin clairement de l'expérience candidat. On a l'expérience utilisateur pour les sites web, là c'est l'expérience candidat pour le recrutement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait ces outils, ça permet d'être un appui là où en fait c'est des points de douleur clairement pour beaucoup de recruteurs. C'est-à-dire on perd du temps à faire des comptes rendus, les candidats n'ont pas assez de feedback et donc ça pèse lourd dans l'expérience et dans la marque employeur, donc dans le vécu du candidat. Quand on fait plein d'entretiens à la chaîne, il y a la lourdeur, le côté prise de notes qu'il faut prendre tout le temps, puis après le compte-rendu. Donc là, on a vraiment les outils qui permettent, en combinant, de gagner du temps, d'être plus productif, mais je suis persuadée d'avoir aussi une meilleure expérience avec le candidat. C'est-à-dire que, encore une fois, là où les humains peuvent se rencontrer, c'est là où il y a de la plus-value. Et donc, si on peut avoir des outils qui peuvent nous faciliter ça, on peut se concentrer sur le moment présent avec le candidat et donc vraiment sur l'échange pour arriver derrière à évaluer le candidat. Vous direz à ce moment-là, ça peut être une IA qui peut faire l'échange. C'est pas faux. D'ailleurs, on va en parler juste après. Il y a eu des petites simulations qui ont été faites et les résultats ont été assez bluffants. Je regarde l'heure, je suis bavarde. J'essaye d'avancer parce que j'ai encore tellement de choses à raconter. Alors, celui-là, je vais peut-être vous le passer très vite. On va aborder l'impact de l'intelligence artificielle et c'est là que vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont intéressants. Bon, on le sait, l'IA dans le recrutement, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que
le recrutement est clairement devenu un laboratoire grandeur nature pour l'IA, parce qu'il y a tout le temps de l'innovation. Donc ça, c'est juste incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'il y a des millions de candidatures, des millions de CV, des millions de messages. Et donc, comme il y a tout ça, il y a de la place pour l'IA pour tester et itérer plein de choses. On voit que dans le recrutement, on a beaucoup de tâches répétitives, beaucoup de tâches, que ce soit de l'analyse de profil, le fait d'envoyer un email, de relancer, de planifier un entretien, de prendre des notes, de faire le compte rendu. Mais en fait, toutes ces tâches répétitives où on n'a pas forcément besoin d'un humain, et clairement, l'IA peut prendre sa place. Et puis, quand on glisse un peu d'IA, dès lors que l'IA est bien préparée, formée et vérifiée, ça, on peut l'entraîner en fait à trier des CV. Oups, j'avais pas mis photo là. À trier des photos, à trier des CV, à faire attention aux biais et aux stéréotypes qu'on peut avoir au quotidien. Là, l'IA peut s'en occuper. Ce qui est intéressant, c'est que si on confie ça à l'IA, c'est quand même moins risqué que si on lui confiait un diagnostic santé quand même. Bon, même si il faut faire attention à énormément de choses. Donc, intégrer l'IA dans la vie, dans le quotidien du recrutement, c'est clairement, on le voit, l'explosion dans le sourcing, l'explosion aussi dans le tri des candidatures, parce qu'on a de plus en plus de modèles de matching qui sont de plus en plus précis. Dans la communication, aujourd'hui, la plupart des candidats reçoivent des messages qui sont générés par de l'IA, qui sont relancés par de l'IA. Donc, c'est des éléments qui sont, encore une fois, passionnants à suivre. Et c'est se dire, OK, même si c'est l'IA qui le fait, comment j'arrive à intégrer de l'humanité et des émotions dans les échanges. Et, c'est ce qu'il faut suivre, parce qu'on voit l'évolution depuis 2023, où on a commencé à expérimenter beaucoup de choses avec de l'IA. On voit que les choses sont de plus en plus pointues maintenant, et que oui, l'IA est une vraie vitrine dans le monde du travail, et que ce que l'on va faire dans le recrutement, on va commencer après à le déverser dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs. Et c'est ce qui rend, encore une fois, je suis passionnée par la chose, donc je trouve ça incroyable de suivre toutes ces progressions. On a notamment une innovation qui est assez bluffante, et pourtant au début, beaucoup en disaient du mal, beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup disaient: «Mais non, c'est encore un énième truc qu'on invente, mais ça va pas fonctionner». C'est la fameuse IA vocale. En fait, c'est quoi? Ce sont des agents conversationnels qui sont capables de mener un entretien téléphonique vocal avec un candidat. Vous allez me dire: «Amélie, mais c'est quoi l'intérêt?» En fait, l'objectif, c'est de leur confier tout ce qui est préqualification. C'est-à-dire qu'on va vérifier des informations de base, on va poser quelques petites questions qui sont un peu standardisées, et on va collecter toutes ces données qui va permettre à un recruteur, à un humain, de savoir si oui ou non il veut aller plus loin avec ce candidat et s'il veut le recevoir en entretien. Donc les résultats sont assez bluffants. Alors, il y a eu des études payantes là-dessus. Beaucoup de spécialistes du recrutement les ont décortiquées, et ce qui en est sorti, c'est qu'en fait, ces outils donc d'IA vocale permettent en fait de préqualifier un candidat 7 fois plus vite qu'avec un process classique. Donc déjà, en termes de gain de temps, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que si c'est du gain de temps pour le recruteur, c'est aussi un gain de temps pour le candidat qui n'est pas là à attendre pendant des jours des réponses du recruteur. Et on a aussi découvert que 25% des entretiens avaient lieu entre 23h et 3h du matin. C'est-à-dire que les candidats peuvent choisir quand est-ce qu'ils vont avoir leur précal téléphonique, et ils choisissent très souvent que ce soit en fin de journée, même très tard dans la nuit. Ça veut dire que les candidats, en fait, ils apprécient cette flexibilité horaire et le fait de pouvoir passer un entretien à n'importe quelle heure, et comme c'est vocal, en mode chill chez eux. Donc ça aussi, c'est intéressant. L'étude a forcément été poussée encore plus loin. Il y a eu une étude sur 4 700 entretiens, et sur ces 4 700 entretiens, seulement 6 candidats, donc quand même sur plusieurs milliers, ont demandé à parler à un humain. C'est-à-dire que 99,9% des candidats ont accepté de dialoguer avec une IA vocale pour faire une préqualification téléphonique, et n'ont absolument pas souhaité parler à un humain. C'est-à-dire que quand ils étaient au téléphone avec l'IA leur disait: «Est-ce que vous voulez parler à un humain pour faire votre préqualification téléphonique ou pour ajouter quelque chose?» Les gens disaient: «Non, c'est pas la peine». Donc je trouve ça assez surprenant, parce que là où aujourd'hui on critique l'IA pour énormément de choses, on se rend compte que les candidats ne vivent pas du tout comme une sorte de déshumanisation. Au contraire, ils disent dans cette étude qu'ils ont ressenti moins de stress,
parce qu'ils ne se sentaient pas jugés par le recruteur, parce qu'ils savaient que c'était une IA vocale qui enregistrait la donnée, et qui trouvaient ça ultra pratique de pouvoir faire ça à l'heure de leur choix. Donc l'impact pour les recruteurs, il est quand même énorme. Ça veut dire qu'on va passer de 21 jours en moyenne pour faire une précale à 3 jours, voire beaucoup moins. Ça va permettre d'avoir des données qui sont vraiment structurées, de pouvoir les intégrer à un ATS. Donc l'analyse va pouvoir se faire, pour le coup, sans biais, sans stéréotype, parce que tout a été un peu standardisé. Et puis, ça réduit aussi considérablement le taux de no-show qu'on a en entretien, parce que déjà, pour avoir les gens, des fois, en préqualification téléphonique, c'est pas évident, et quand après, on veut les avoir en entretien, c'est des fois aussi très compliqué. Pourquoi? Parce que le candidat se souvient de l'expérience qu'il a eue pendant sa précale téléphonique. Si c'était avec un humain et que c'était pas ouf, il a moins envie de venir en entretien. Donc là, il y a énormément on va dire, de neurosciences qui vont rentrer en ligne de compte, tandis qu'en passant par de l'IA, le candidat se sent beaucoup plus écouté, respecté, et donc est beaucoup plus enclin à aller rencontrer une vraie personne en entretien. Donc c'est pour moi effectivement un vrai game changer des plus impressionnants, alors qu'il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, quand on parlait d'IA vocale, tout le monde riait. Je me souviens d'avoir assisté à des conférences dédiées au recrutement, quand certains en parlaient, tout le monde disait non mais arrête, c'est pas possible, ça se fera jamais, les candidats vont jamais accepter, on peut pas remplacer le recruteur, blablabla. Eh ben si. Et donc, si l'IA vocale arrive pour les précales, on n'est pas loin de l'IA qui arrive pour les entretiens. Donc les recruteurs ont du mal à s'inquiéter. Et ça existe déjà? Et ça existe déjà. Aujourd'hui, on recense, hop, je vous le mets là, 36 solutions d'IA vocale qui sont dédiées spécifiquement au recrutement, pardon. Donc, clairement, on n'est pas sur une expérimentation qui est isolée. Le premier à l'avoir lancé, c'était Conversei. C'était le tout premier sur le marché. Et puis, après, d'autres sont venus. On a Maki, au niveau français, qui a fait des énormes levées de fonds, qui aussi travaille avec l'IA vocale. C'est clairement un marché qui explose. La plupart, plus de la moitié de ces solutions ont été créées après 2023. Donc ça montre quand même à quel point, notamment l'arrivée de ChatGPT, même si ça existe depuis longtemps, et des grands modèles de langage, ça a ouvert clairement la vanne à l'innovation, où tout le monde s'est dit en 2 ans, allez, on se lance avec des produits qui sont vraiment opérationnels, qui sont adoptés par les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est là en fait, qui est clairement là. Donc même si certains avaient encore tendance un petit peu à hésiter ou à confier les interactions à une IA, là franchement, en tout cas sur le recrutement, le pas a été franchi, quoi. Donc, et on rappelle, c'est du gain de temps, c'est flexibilité pour les candidats, réduction de stress, de la donnée non biaisée et structurée qu'on peut exporter dans un ATS. Donc, c'est quelque chose qui est juste passionnant. Enfin, Amélie, moi, en tout cas, oui, j'ai une question. Là, je me place du point de vue candidat. ouais. Est-ce qu'ils ont mesuré quand même le... Alors, j'entends qu'effectivement, l'absence de stress, le fait de parler à une IA versus un recruteur sur de la préqualif directe, est-ce qu'ils ont mesuré peut-être la peur des candidats s'ils disent non à l'IA de ne pas derrière être recontactés? Non, j'avoue que ça, dans l'étude, ça n'a pas été. Ouais, Je l'ai pas vu. Alors, moi, j'ai pas eu accès à l'étude complète parce qu'elle est payante. bien sûr. Dans les experts qui l'ont lu et qui nous en ont fait des comptes rendus, j'avoue que cette question n'a pas été posée. Ok, merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Du coup, j'irai leur poser la question après. je, je retournerai vers eux en disant, on m'a posé une question et c'est vrai que ça peut être intéressant. Là, je ne sais pas si on peut avoir peur de dire non à l'IA. C'est plutôt je pense, enfin, comme tu disais, on est sur un marché hyper concurrentiel. En tant que candidat, si on me propose quelque chose, enfin, si je me place d'un point de vue candidat, si je dis non à cette possibilité-là, est-ce que derrière, je me coupe pas l'herbe sous le pied? Parce qu'il y a beaucoup de choses en tant que candidat où parfois on a l'impression que. Enfin voilà, mais c'était juste. En soi, comme il y a eu un gros succès sur ce système-là et où les candidats ont apprécié de pouvoir échanger avec une IA vocale, parce que j'ai envie de dire, comme on leur offrait la possibilité de pouvoir parler à un humain et que très peu ont accepté de parler à un humain, ou ont souhaité en tout cas parler à un humain, je me dis qu'en fait, ils ont dû apprécier cet échange quand même avec l'IA. Par contre, effectivement, si tu refuses une précale qui est faite avec une IA, tu n'auras pas un humain derrière qui t'appelle, ça c'est certain. Ça c'est sûr.
Mais en tout cas, l'expérience a été appréciée par les candidats. Donc peut-être qu'en amont, ils n'ont pas osé dire non pour la précale avec de l'IA, mais en sortant de l'expérience, ils étaient tous ravis. Donc, mais c'est vrai qu'il manque le petit. Est-ce qu'on avait le choix au départ de parler d'abord à un humain avant de parler à une IA, quoi. De toute manière, on le voit même sur les réseaux, hein, les gens ne sont pas forcément, les candidats ne sont pas forcément contre l'IA, dès lors qu'il y a une approche derrière qui leur permet, qui est bénéfique pour eux, en fait. Oui, bien Donc, sûr. quand c'est bénéfique pour le candidat, ça ne pose pas de problème. Il y avait une étude qui a été faite aux Philippines, d'ailleurs, avec 70 000 candidats qui vont justement évaluer le côté IA vocal dans tout le processus de précal. Donc, c'est quand même pas un petit test de laboratoire. Les résultats là-dessus, ça a été plus 12% d'offres acceptées, c'est-à-dire que les candidats allaient plus loin dans le process et disaient oui plus souvent. C'est-à-dire que dès lors qu'ils avaient fait la précale avec l'IA vocale, qu'après ils avaient fait l'entretien, potentiellement, ils acceptaient beaucoup plus facilement les offres qui étaient réalisées. 18% de démarrage effectif en plus, c'est-à-dire que moins d'abandon entre le moment où on fait une offre et le moment où il y a la prise de poste. Parce que ça, c'est aussi alors j'ai pas les chiffres exacts sur le marché français, mais on sait que ce trou, entre guillemets, entre le moment où l'entreprise fait une offre et le moment où le candidat est censé démarrer en prise de poste, on a une perdition qui est assez importante. Et ça, c'est souvent un peu la peur et la crainte de tous les recruteurs et même de tous les RH, se dire, OK, on a dit oui, ça fait maintenant 1 mois que le process est terminé, mais comme le candidat, il a des préavis ou quoi que ce soit, il va mettre un temps incroyable à venir chez nous. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Donc, ça fait partie de l'expérience candidat. C'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend aux recruteurs, c'est qu'entre le moment où il a dit oui et le moment où il arrive chez vous, il faut, entre guillemets, nourrir et entretenir ce candidat qui est un entre-deux, qui n'est plus vraiment en train de chercher, mais qui n'est pas encore vraiment chez vous. Et donc, c'est comment j'arrive à le tenir en alerte, j'ai envie de dire, pour qu'il ait véritablement envie de se présenter le lundi matin à 9h à son poste. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour les recruteurs. Et puis, 17% en plus de rétention en 30 jours, c'est-à-dire les candidats recrutés via ce biais restaient plus longtemps dans l'entreprise. Ils avaient moins tendance à partir. Et puis, forcément, la discrimination divisée par 2, c'est-à-dire que l'IA vocale, comme elle a standardisé toutes ces questions, elle supprime tous les biais d'apparence et ça réduit forcément tout ce qui est préjugés humains et stéréotypes qu'on peut avoir. Donc encore une fois, c'est l'IA vocale, ça va être gain de productivité, une équité dans le process. Et je retiens surtout le côté outil de réduction des discriminations, qui est quand même très important aujourd'hui, qui est encore très présent dans le recrutement, même si tous les RH sur LinkedIn, la main sur le cœur, sont prêts à vous dire le contraire. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est un bel exemple qui prouve en quoi la technologie peut vraiment améliorer et combiner à la fois le côté efficacité et éthique dans le recrutement. Et on a bien besoin que ces deux-là se retrouvent aussi. Pardon, Amélie, j'ai une petite Ouais. question aussi. Les candidats qui ont accepté une offre et qui ne se présentent pas, c'est tout niveau de poste confondu ou c'est... Ouais, c'était tout niveau de poste confondu. Ok. Ah oui, ça peut arriver avec du jeune deep comme avec un cadre sup. Peut-être un peu moins avec un cadre sup. C'est aussi une question, entre guillemets, un peu de génération. Mais ça peut arriver. Ok. C'est notamment pour ça, souvent, quand on recrute un candidat, et c'est souvent le cabinet de recrutement connaisse bien ces techniques un peu de filou, quand on recrute un candidat, on lui demande toujours de ne pas annoncer sur les réseaux qu'il vient de trouver un nouveau job et qu'il a démissionné ou qu'il a quitté sa boîte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est en préavis. Et tout cabinet de recrutement sait qu'un candidat qui annonce qu'il est en préavis, c'est un candidat qui est encore disponible sur le marché. Et donc, c'est un candidat sur lequel tous les cabinets vont se ruer pour essayer de le débaucher pendant qu'il est en préavis. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on est en cabinet et qu'on a un candidat qui bouge ou qui arrive, on lui dit attendez d'avoir validé votre période d'essai pour l'annoncer sur les réseaux sociaux. Parce que entre cabinets, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'éthique, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, en préavis, ça veut dire open to work, quoi. Et disponible rapidement. Donc, c'est ce qui plaît à beaucoup de cabinets. Et ça arrive très souvent que
On appelle, ah ben je viens de voir que vous avez, je viens pour vous proposer une opportunité. Ah ben je viens de quitter mon entreprise, j'intègre prochainement une autre boîte. Ah bon, vous avez déjà signé votre contrat parce que là c'est dommage, j'avais une belle opportunité pour vous. Hop, on essaye de piquer le candidat d'un autre. Ok. D'où l'importance d'être toujours un petit peu méfiant là-dessus. L'avantage concret pour tous les recruteurs, on l'a vu, c'est aussi moins de screening, c'est-à-dire qu'on va moins lire des CV comme ça manuellement parce que l'IA peut aussi nous aider. C'est encore une fois de la donnée qui va être structurée, donc quelque chose de fiable dans la TS. Comme on a des relances automatiques avec les IA, et ben du coup, on a moins de no-show, les gens viennent beaucoup plus facilement aux entretiens parce qu'il y a une manière de les relancer et une manière d'agir sur l'agenda, parce que du coup, maintenant, on a les agents IA qui permettent de gérer l'agenda des recruteurs et à qui on va dire, OK, si le candidat a la possibilité de modifier la date d'entretien, donc si jamais il n'est pas disponible, ça modifie tout de suite l'agenda du recruteur et ça repositionne à un autre moment. Donc, il y a cette flexibilité sur les agendas qui est possible et dans les rendez-vous qui est quand même très agréable. Et encore une fois, la précale qui va passer de 21 jours à 3 jours, on recrute plus vite, on sécurise, entre guillemets, le candidat qui tant qu'il est en recherche, il est accessible à un marché énorme et donc tout le monde peut aller le piquer et donc se dire plus vite je le recrute, plus vite je le sécurise, plus vite je l'intègre, plus vite il est à moi. Enfin, à moi, entre guillemets, quoi. Donc, c'est vraiment, on est sur de la rapidité, de la fiabilité, de la fluidité, et tout ça pour optimiser, encore une fois, l'expérience candidat qui est au cœur même du sujet, malgré tout. Les risques, malgré tout, il faut quand même un petit peu en parler, liés à l'IA. C'est les biais algorithmiques, c'est pas neutre. C'est-à-dire que l'IA, elle va apprendre à partir de données passées, sauf que si les données passées reflètent des biais de genre, biais d'âge, biais d'origine, forcément, l'IA va les reproduire. On a tous en tête le cas Amazon, et il y en a eu plein d'autres. Il y a eu aussi, même chez L'Oréal, ils ont eu le cas. Donc, encore une fois, c'est comment on va devoir construire des comités d'éthique qui doivent veiller à ce que l'IA soit la plus objective possible et éviter et lutter pour tout ce qui est discrimination. Et puis après, il y a aussi la dépendance aux grands éditeurs. On parle de LinkedIn, de SAP, de Workday, de tout cela. Si les recruteurs dépendent d'un écosystème qui est fermé, typiquement, si demain LinkedIn change les règles ou double ou triple ses prix, les marges de manœuvre pour la plupart des recruteurs et la plupart des entreprises va être de plus en plus compliquées. Donc, moi, je parlerai après de la petite guerre qu'il y a eu entre Indeed et Hello Work. Là, typiquement, c'est des choses qui sont terribles. Il y a le risque de déshumanisation, il est toujours très dur à dire celui-là. Si on laisse l'IA gérer 100% du process de recrutement, du coup, on réduit l'échange humain, alors que le recrutement, c'est censé être un échange, et c'est cet échange qui va permettre de construire une relation et de s'assurer de la compatibilité, elle aussi culturelle. Donc, qu'est-ce qui reste à l'humain à ce moment-là? Après, est-ce que véritablement enlever l'humain est grave? Je ne sais pas. Et puis, il y a toutes les questions d'éthique légale avec, il y a l'IA Act en Europe, il y a la RGPD, il y a toutes les règles de transparence, la traçabilité de toutes les données, et puis cette obligation pour les recruteurs d'être capable d'expliquer à un candidat pourquoi il a été retenu, pourquoi il a été écarté, et de se dire, si c'est l'IA qui décide et qui doit l'expliquer, il faut que tout soit ultra transparent. Donc voilà, il y a tout ça qui pose des débats. Même si l'IA, c'est un levier formidable, on ne peut pas l'utiliser les yeux fermés. Il faut quand même avoir un comité qui observe, qui critique, pour pouvoir faire avancer les évolutions et s'assurer qu'on va sur des évolutions qui vont être utiles et qui font vraiment avancer dans le bien commun pour tout le monde, candidats, entreprises, prestataires, peu importe. Dernière partie, la partie job board nouvelle génération. Je regarde là. Je vais essayer d'aller très vite. Rapidement, je ne sais pas si certains l'ont entendu, mais c'est la fin d'un cycle de vie, d'un cycle historique. Monster et Career Builder ferment. C'est fini pour ces deux géants historiques du recrutement. J'ai commencé chez Monster, donc
la boucle est bouclée. Donc, qui était quand même le pionnier du e-recrutement, et c'est l'acteur global et mondial ferme totalement. Donc, aujourd'hui, ils sont plus du tout stratégiques, ils n'ont pas réussi à se réinventer, donc ils ont été mis en liquidation pure et simple. Par contre, ça a été dramatique. Il y a eu plus de 200 salariés abandonnés sans aucune protection. On note que c'est quand même Randstad et Apollo qui avaient racheté ces acteurs il y a quelques années, et que la fin de cette ère, encore une fois, va pousser, amène à se poser la question de la restructuration autour de tous les nouveaux modèles. Encore une fois, LinkedIn, Indeed, Hello Work, les outils hybrides comme les ATS et Job Board. Donc voilà, le recrutement en ligne est entré dans une nouvelle ère, et on va poser plein de nouveaux jalons. On a eu Indeed et Hello Work qui se sont fait un petit peu la guerre, un petit peu beaucoup. Ça a commencé en juin là, de cette année. D'un coup, d'un seul, les offres qui étaient publiées via l'ATS Hello Work ont disparu du site Indeed. La seule exception à ça, c'était si les offres étaient sponsorisées. En clair, pour être visible sur Indeed, les entreprises qui utilisaient l'ATS Hello Work devaient désormais payer. Donc forcément, ça a fait un tollé général. Je crois qu'en 48 heures, ça a fait, mais il y a eu des messages de partout entre les recruteurs, les réseaux, sur TikTok et autres, et même sur X. Chute drastique des candidatures pour la plupart des entreprises qui utilisaient l'ATS Hello Work, des recruteurs qui étaient pris de court, qui découvrent que leurs annonces sont plus en ligne, des clients qui sont perdus et qui n'avaient pas du tout anticipé ce blocage et qui n'utilisaient que l'ATS Hello Work et qui permettaient de publier sur Indeed sans coût supplémentaire, et donc du jour au lendemain, plus rien. Donc le 24 juin, Hello Work a officialisé la nouvelle et a annoncé avoir lancé une action en justice contre Indeed, parce que pour eux, c'était une coupure abusive. Et derrière, il y a eu un bras de fer avec Indeed, qui cherche clairement à verrouiller tout son écosystème et qui veut monétiser maintenant 100% l'accès aux candidats. Et Hello Work qui, à la fois, et entre le côté ATS, Job Board, il dérange parce qu'il joue sur les deux tableaux. C'est soit tu es un Job Board, soit tu es un ATS, mais tu ne peux pas être les deux. Et donc, forcément, ça a eu un impact énorme parce qu'il y avait un modèle gratuit via l'ATS Hello Work qui était plus possible d'alimenter pour beaucoup. Ça a nécessité d'avoir du budget, et puis ça veut dire surtout que demain, si une plateforme décide de couper son flux du jour au lendemain, on se retrouve sans rien. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même assez important. Donc Hello Work était un peu sous pression parce que accusé forcément d'opacité, parce qu'on ne savait pas trop, parce que des fois Hello Work piquait un petit peu le trafic qui venait d'Indeed ou de France Travail, et donc on trouvait ça des fois un peu bizarre. Ça reste un acteur un peu hybride. Donc voilà, il y a cette petite guerre entre ces deux géants qui était assez incroyable à suivre. Et c'est que le débat, c'est que le début d'un débat, parce que c'est déjà une réalité. C'est comment, encore une fois, est-ce qu'on veut un recrutement qui est ouvert? Est-ce qu'on veut des flux qui circulent? Est-ce qu'on veut un marché qui est contrôlé uniquement par 2 ou 3 géants qui du coup vont nous imposer des règles? Donc voilà, ça fait beaucoup de débats dans le milieu du recrutement, et c'est ça aussi qui est intéressant. Forcément, je vais vous parler de LinkedIn, c'est obligé. Indeed et Hello Work. Donc LinkedIn, en 2025, c'était plus 10% de chiffre d'affaires. Donc 51% plus d'abonnements premium, 34% d'usage de la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc on sait que c'est une plateforme qui est incontournable. Ça, on le sait très bien. C'est un leader qui est incontesté. Mais ça pose plusieurs questions. Est-ce que ça justifie les prix qui sont en train de grimper de fou? Et est-ce que LinkedIn, c'est toujours le partenaire des cabinets, ou est-ce que c'est devenu un concurrent? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est uniquement le partenaire des entreprises? Donc ça aussi, les questions se posent énormément. Je vous parlais des messages que les commerciaux envoyaient aux entreprises pour dire vous n'avez plus besoin des cabinets. Des licences de recruteurs donc, qui montent jusqu'à plus de 10 000 €. Et donc, cette relation qui est forcément un petit peu paradoxale. Intéressant, c'est que LinkedIn, et ça, c'est l'actualité du jour que j'ai appris ce matin, LinkedIn lance son Hiring Assistant, c'est-à-dire,
en même temps, ils sont tellement en retard sur l'IA qu'il était temps qu'ils s'y mettent. Et en fait, ils ont sorti un produit qui sera disponible en anglais à partir du mois de septembre, là. Et globalement, c'est quoi? Le Hiring Assistant, il va tout gérer de A à Z avec les documents que l'entreprise va donner. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir gérer la sélection, le tri, l'envoi d'emails. Donc, on attend de voir un petit peu ce qu'ils vont sortir et à quoi ça va ressembler. Mais voilà, c'est l'actu que j'ai découvert ce matin, le petit assistant IA que LinkedIn est enfin en train de lancer. Côté étudiant, on a un petit nouveau aussi, enfin un petit nouveau, qui est sorti, qui est Grimp, pardon, qui est assez intéressant parce que ça bouscule le marché étudiant. Et donc ça, je trouve intéressant parce qu'on parle souvent de job teaser. On a aussi un autre géant américain qui déboule, mais celui-là, en tchèque. Ce que j'aime bien sur Grimp, c'est qu'il a un message qui est assez simple. L'idée, c'est de fluidifier le marché de l'alternance et du premier emploi. Et là, il va réunir l'école, le candidat, enfin l'étudiant et l'entreprise. Et d'arriver à jongler sur ces 3 volets en même temps, je trouve ça très bien. Parce que pour le candidat, il y a un dashboard personnel qui centralise du coup toutes les candidatures. Je trouve ça bien. Dans ce dashboard, il va retrouver les offres ciblées, justement grâce à un matching intelligent que propose l'outil. Il va retrouver des conseils, histoire de booster un peu son profil, de rester motivé, ce genre de choses. Pour l'école, et bah, du coup, ça intègre directement un Career Center, c'est-à-dire qu'il y a le CRM qui est intégré, on a des statistiques en temps réel justement de comment est utilisé le Career Center par les étudiants, mais il est aussi en conformité Calliope. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Donc c'est le côté à la fois qui réunit relations école, étudiant, recruteur, et qui permet d'avoir une vision de la vie de l'étudiant avant qu'il intègre l'école, pendant qu'il est à l'école et potentiellement juste après. Je pense que c'est une affaire à suivre qui peut être très intéressante. Et pour les recruteurs, c'est forcément, on va diffuser des offres directement aux étudiants. On accède à une CV Tech qui est active et qui permet de suivre les candidatures de tous les étudiants qu'on veut recruter. Donc, je trouve que c'est un modèle qui est très intéressant parce que c'est pas juste un job board, c'est vraiment une plateforme tripartite. Chaque année, c'est quand même près d'1 million de contrats d'alternance qui se signent en France. On a quand même beaucoup d'étudiants et de recruteurs qui disent galérer à chaque fois à faire le matching. Donc voilà, c'est un petit nouveau à suivre et à prendre en considération, en tout cas sur le marché étudiant. On a aussi Indeed Flex. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est aussi une sacrée transformation, c'est-à-dire c'est un job board qui devient un peu employeur. Alors ça marche pour l'instant sur le marché UK et US. En gros, le principe, c'est quoi? Le candidat trouve une mission sur l'appli, il signe son contrat directement sur l'interface et il est payé via la plateforme. Donc, autrement dit, Indeed ne se contente pas de mettre en relation, il gère aussi toute cette partie contractuelle et financière. C'est clairement une révolution. Après, se pose la question de OK, mais quid s'il y a des problèmes d'arrêt maladie, de santé, de quoi que ce soit, d'un point de vue légal, de qui le candidat dépend, qui est son employeur, mine de rien. Mais pour les entreprises, ça reste quand même une super promesse, c'est-à-dire c'est un peu le guichet unique du recrutement. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Mais voilà, encore une fois, c'est si j'ai un souci alors que j'ai signé mon contrat sur la plateforme, est-ce que j'ai une IA ou un humain qui va pouvoir m'accompagner s'il y a quoi que ce soit? Se pose la question de la protection sociale, on n'a pas trouvé la réponse encore pour le moment. Et puis, qu'est-ce qui reste aux autres si la plateforme absorbe aussi toute cette partie recrutement? Alors, est-ce que c'est plus pour l'intérim, pour les contrats courts? Voilà, c'est encore des choses à découvrir sur Indeed Flex. En tout cas, c'est pas encore arrivé sur le marché français, mais peut-être qu'un jour. C'est considéré comme du portage salarial? C'est pas considéré comme du portage salarial parce que pour le coup, les candidats ont un vrai contrat de travail. Donc c'est ça qui est fou sur cette partie-là. Donc à voir effectivement, parce qu'après sur le marché UK et US, les contrats et les lois, le contrat de travail, tout ça, et le droit du travail n'est pas du tout le même. Donc à voir s'ils vont chercher à s'adapter au marché français ou pas. Est-ce qu'ils vont s'apparenter à de l'intérim? Voilà, le mystère est entier. Ok. Les 3 clés qu'on a envie de retenir pour ce matin,
forcément, c'est un marché plus sélectif et incertain. On le voit, on a vu les intentions d'embauche qui sont en baisse, on voit un rapport de force en faveur des entreprises, on voit de la mobilité, même si les gens sont inquiets. Donc voilà, il y a cette partie-là qui est importante. On voit les outils, tout ce qui est ATS personnalisé, job board, LinkedIn qui est maintenant devenu incontournable. Ça oblige d'autant plus les entreprises à repenser leur budget et surtout à mesurer le retour sur investissement, chose qui n'était pas forcément toujours faite en recrutement. D'ailleurs, il y a une plateforme, c'est Olivier Niel qui l'a sorti, il faudrait que je retrouve le nom, qui est en fait une page qui permet de calculer le coût du recrutement et en comptabilisant aussi le coût interne, c'est-à-dire le nombre d'heures que vos salariés ou managers passent à vous épauler sur le recrutement, et c'est aussi un coût, et donc il compare ça au cabinet de recrutement pour voir si vous le faites en interne par rapport à de l'externe, combien ça vous coûte. Bon, je pense que c'est surtout pour valoriser son business à lui, mais voilà, c'est aussi intéressant. Et puis, il y a le côté IA, forcément, l'IA vocale, l'IA native, ce que sort Indeed, voilà, tout ça, ça va permettre d'automatiser davantage, normalement d'aider le recruteur à se recentrer vraiment sur le relationnel et sur l'humain et sur l'échange, et ça permet d'essayer d'améliorer l'analyse, la stratégie des entreprises, à essayer de capter les candidats le mieux du monde. Donc on voit qu'il y a, encore une fois, c'est l'idée de se dire, c'est comment on va avoir un coup d'avance. Si vous voulez avoir un coup d'avance, c'est diversifier vos canaux de sourcing, clairement. Il ne faut pas dépendre d'un seul job board ou de dépendre que de LinkedIn. Donc c'est aller chercher les talents dans les écoles, dans les communautés, dans les collectifs de freelance, dans les événements. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je faisais du recrutement, j'allais recruter directement sur les événements métiers, secteurs, parce que je me disais, c'est là qu'est mon candidat. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de ne pas avoir peur d'intégrer l'IA. C'est pas un gadget aujourd'hui, c'est vraiment un levier de performance. C'est ce qui permet aussi de travailler sur des tâches qui sont passionnantes, et que tout ce qui est tâches répétitives peut être laissé à l'IA dans un premier temps. Donc, encore une fois, ça libère du temps pour faire quelque chose de plus passionnant. Ça permet de travailler sa marque employeur aussi en profondeur. En 2025, le candidat, il ne va pas juste regarder l'offre, il va aussi regarder l'image, la culture, la cohérence de l'entreprise. Donc, la manière dont on va parler à l'entreprise, le storytelling que les collaborateurs vont faire sur les réseaux, les contenus vidéo qu'on va lancer, les messages même corporate, tout est important, et c'est aussi important que la fiche de poste. Et aujourd'hui, de plus en plus de candidats regardent ça. On a vu l'émergence sur les réseaux de balance ta startup, balance ton agency. Il y en a énormément qui sortent. Donc voilà, à suivre quand même de près. Et puis, mesurer et ajuster, encore une fois, il faut regarder les chiffres, c'est-à-dire que je diffuse et je prie, j'espère que quelqu'un va répondre à mon annonce, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut vraiment, dès qu'on choisit un canal de recrutement, commencer à analyser la qualité des candidatures. Si j'en reçois 300 CV mais qui sont de mauvaise qualité, il n'y a pas d'intérêt. Si je préfère en recevoir 10 qui sont de qualité, et ça va permettre vraiment d'ajuster tous les investissements en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui va permettre aux entreprises de se démarquer et de sortir du lot. Et une petite phrase du fin, c'est: le recrutement de demain sera à la fois digital et profondément humain. Celui ou celle qui sait combiner les deux garde toujours un coup d'avance, parce que l'IA est notre ami, il est là pour nous épauler et nous permettre de mieux nous éclater au travail malgré tout. J'ai un petit peu dépassé le temps imparti. Si vous avez des questions, comme on arrive à la fin du webinaire, n'hésitez pas. En tout cas, encore un grand merci à tous pour votre attention et vos interactions pendant ces presque 2 heures. Amélie, c'est Philippe. Oui. Merci pour ce partage d'expérience et de connaissances. J'ai une question par rapport à la phase de présélection. Bon, il y a de plus en plus d'intégration de l'IA dans le présélection. Là, tu nous parlais des échanges virtuels avec les candidats à 3 heures du matin. Moi, je me pose la question du côté du candidat. Il y a de plus en plus aussi d'IA qui rentrent dans les réponses du candidat. Et des fois, on a l'impression que c'est un petit peu un jeu de gendarme et de voleur, c'est-à-dire que l'IA aide les entreprises à qualifier leurs réponses, et sachant ça, les candidats utilisent l'IA pour formater leurs réponses de telle manière à ce que l'IA de l'autre côté le comprenne bien.
Et est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment ou à un autre, on finisse par avoir des IA qui discutent entre elles avec de moins en moins d'intervention humaine et qu'on finisse par avoir des candidats qui rentrent dans les entreprises qui sont complètement différents, enfin qui n'auront, voilà, qui ont été recrutés parce qu'ils ont été boostés par l'IA, et alors que dans la réalité, ben, ce sont des candidats lambda. Est-ce qu'on a pas ce risque-là? Moi, Clairement, hein, clairement. je vois effectivement deux ordinateurs qui discutent sans l'intervention d'êtres humains et qui finissent par créer des recrutements de gens qui n'existent pas, enfin qui n'existent pas dans la réalité. On a déjà le cas des IA qui discutent entre elles, hein. C'est déjà le cas puisqu'effectivement, les candidats vont faire des CV, des lettres de motivation, rédigées par de l'IA. J'ai animé un webinaire d'ailleurs là-dessus où je donnais des conseils pour utiliser l'IA dans sa recherche d'emploi. Bien, Donc, bien. Je pense. moi-même, j'en parle aux candidats. Mais à un moment donné, on a quand même de l'humain qui intervient. C'est-à-dire que, et c'est là aussi où il faut bien calibrer, que ce soit la préqualification et les échanges et l'entretien. Et c'est là où il y a un gros travail à faire au moment de l'entretien de recrutement, que ce soit fait par de l'IA ou que ce soit fait par un humain. Et c'est là où il y a encore énormément de progression à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes sont véritablement formées aux entretiens d'embauche. Très peu de personnes savent véritablement questionner un candidat. Et donc, c'est là où, si on a un candidat qui, entre guillemets, a un petit peu menti parce qu'il a enjolivé ses compétences grâce à ChatGPT, Gemini, Mistral ou peu importe lequel il a utilisé, en envoyant un CV, une lettre qui ne le ressemble pas, et bien, effectivement, au moment d'entretien, si on sait poser les questions, on va s'en rendre compte. Mais encore faut-il savoir poser la question. Soit on a formé une IA à poser les bonnes questions, soit on a formé l'humain à savoir détecter ce genre de choses en entretien. Et typiquement, l'entretien d'embauche, si on utilise les techniques canadiennes avec les entretiens structurés, c'est ce qui permet véritablement de questionner et de pouvoir de poser des questions, que ce soit situationnelles aux candidats, ou de pouvoir lui dire, voilà, à quelle occasion vous avez développé telle qualité ou telle compétence, s'il se passe telle chose, comment vous réagissez, plutôt que de simplement de lui demander de déballer son CV, de lui demander où est-ce qu'il se voit dans 10 ans ou quelles sont ses qualités et ses défauts. L'idée, encore une fois, c'est orienter les questions pour comprendre à quel besoin et pour mettre des mots sur les compétences dont l'entreprise a besoin. Encore faut-il que l'entreprise en amont ait détecté les compétences dont elle avait véritablement besoin. On va voir. Le coup d'après, ce sera des implants IA dans la tête des candidats qui pourront répondre à l'entretien. Bon. On me propose souvent de me mettre une petite oreillette pour répondre à leur place aux entretiens. Mais l'idée, c'est de... Souvent, l'entretien, il y a aussi le côté où on est un peu stressé, où on n'arrive pas à se valoriser. Donc, c'est entre je me valorise trop, je me valorise pas assez. C'est comment on arrive à assouplir ce genre de choses. Il y a déjà, on parlait d'implants dans la tête, mais on a déjà pour les recruteurs qui font des entretiens en visio ou même simplement en face à face, mais avec quand même un ordinateur, l'IA qui va enregistrer la conversation et qui, en fonction des réponses du candidat, oriente les questions du recruteur, c'est-à-dire lui recommande déjà de poser certains types de questions. Ok, merci. Avec plusieurs. C'est un sujet, je pense. Moi, j'avais une question concernant les ATS. Ouais. En fait, ça permet de faire du tri et en allant chercher du volume de CV sur des plateformes, ou est-ce que les candidats peuvent charger directement leur CV? Les deux sont possibles. Quand on arrive sur un site carrière et qu'on vous invite à déposer votre CV, ça va alimenter la base de données, donc l'ATS de l'entreprise. Ok. Et en même temps, donc quand on est sur un ATS type logiciel classique, de toute manière, c'est à la fois je vais récupérer quand il y a une candidature spontanée ou une réponse à annonce, ça va alimenter ma base de données et en même temps, on a le système de scrapping où avec des extensions, je peux aller chercher des profils et des CV et je vais remplir ma base de données avec ça. Ok, merci. Avec plaisir. Et d'ailleurs, tous les éléments toutes les extensions Chrome qui permettaient de faire du scrapping, notamment sur LinkedIn, LinkedIn en interdit de plus en plus. Chaque année, ils sortent la liste de toutes les extensions Chrome qu'ils interdisent. Elles s'allongent de plus en plus. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, je me disais que oui, on va dire 70 à 80% des outils que j'utilisais en recrutement étaient dans la liste interdite. Donc, à utiliser avec parcimonie quand on fait du recrutement via LinkedIn. Ok.
sais pas s'il y a d'autres questions. Non. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous ai laissé mes coordonnées sur la presse et puis Alix va bientôt le mettre en ligne. Encore un grand merci à vous tous et à très bientôt pour les prochains webinaires. Je sais qu'il y a un programme qui est juste passionnant que Alix nous a concocté et qui va vous permettre de vous éclater au quotidien, tout simplement. C'est un peu l'optique. Merci Philippe. Très bonne journée à tous. À très Merci bientôt. Merci beaucoup, Amélie. Amélie. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.
Vous savez qu'on a un compte Oui. SK. Oui. On a des